Est-ce que la filière de la phosphocréatine serait pas plus aérobie que anaérobie? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai une question qu'on m'a posée récemment sur Instagram concernant les filières énergétiques et ce qui se passe dans la cellule musculaire durant l'effort. Et je voulais essayer d'expliquer un concept qui, à mon avis, est très très important. C'est le lien qui existe, qui est très très bien documenté d'ailleurs, entre la phosphocréatine et ce qui se passe au niveau aérobie, ce qui se passe au niveau de la mitochondrie, de la respiration cellulaire et de l'utilisation de l'oxygène. Et on parlera aussi de quel est le meilleur moyen d'améliorer sa filière de la phosphocréatine. Est-ce qu'il y a des entraînements, est-ce qu'il y a des compléments alimentaires? Donc on va parler de tout ça dans cette petite vidéo. Donc pour commencer, pour comprendre un petit peu le fonctionnement énergétique d'une cellule, donc on a ces trois filières qu'on connaît bien, la phosphocréatine, la glycolyse et toute la fonction aérobie avec le cycle de Krebs ainsi que le système de transport des électrons, ces deux derniers qui se trouvent à l'intérieur de la mitochondrie. Mitochondrie, je te rappelle, qui est le descendant de bactéries qui se sont fusionnées avec les organismes unicellulaires et qui sont maintenant le lieu de la respiration cellulaire. C'est à l'intérieur de la mitochondrie que s'effectuent ces différentes réactions et notamment l'utilisation de l'oxygène. Et on a appris à l'école, moi aussi j'ai appris dans les bouquins, que la filière de la phosphocréatine fonctionne dans les 10 premières secondes de l'effort et qu'ensuite elle n'est plus impliquée, que ce sont les autres filières qui prennent le relais. Et je pense que c'est une mauvaise lecture en fait de ce qui se passe au niveau cellulaire, au niveau de la fibre musculaire. Donc je vais essayer d'expliquer tout ça dans cette vidéo. Les concepts ou un concept central dans cette vidéo que je t'invite à aller investiguer, comme toujours, ce que moi je te propose dans mes contenus, c'est pas la vérité, c'est ma perspective et je t'invite ensuite à aller valider ou invalider cette perspective via tes propres recherches, tes propres investigations. Mais le concept central dont on va parler aujourd'hui, c'est celui de la navette de la phosphocréatine. D'accord? Et c'est le lien direct qui existe, qui est encore une fois très bien documenté, entre la filière de la phosphocréatine et la mitochondrie, la respiration cellulaire, la filière dite aérobie. Donc, pour comprendre ce concept, je veux que tu imagines une baignoire. Une baignoire qui est pleine d'eau. Le bouchon, il est mis en place, donc il n'y a pas d'eau qui sort de la baignoire. Cette baignoire, elle est pleine, je te rappelle. Et l'eau dans la baignoire, on va utiliser ça comme analogie pour la phosphocréatine. Donc, c'est l'analogie d'une cellule musculaire au repos, d'un muscle au repos, d'accord? On a une réserve de phosphocréatine qui est présente et qui sert véritablement de tampon énergétique pour subvenir aux besoins de la cellule dans les premiers instants, en gros tant que les autres filières se mettent en route. Maintenant, donc l'image qu'on va utiliser, c'est que la baignoire est pleine, le réservoir de phosphocréatine est plein, le robinet il est fermé par contre pour l'instant, d'accord? Ou alors il va un tout petit peu parce que forcément il y a l'utilisation énergétique, on va dire de base, mais on va mettre ça de côté. On va partir du principe que la baignoire est pleine, le robinet est fermé et le bouchon est mis. On a une cellule qui est au repos. Maintenant, dès qu'on commence l'effort, qu'est-ce qui se passe? On va enlever le bouchon et la réserve va être rapidement utilisée dans les premiers instants de l'effort, forcément en fonction de l'intensité de l'effort. Donc, un effort de faible intensité qui démarre, ça veut dire qu'on enlève le bouchon et le trou reste petit, le trou par lequel l'eau va sortir de la baignoire. Mais si on a un effort très intense qui débute, un sprint par exemple, eh ben, on va enlever le bouchon, mais le trou va devenir plus grand pour faire passer plus de phosphocréatine qui va forcément devoir subvenir aux besoins importants du muscle pour subvenir à ses besoins énergétiques, à la resynthèse de l'ATP. Donc, on a commencé l'effort, plus ou moins intense. Disons que c'est un effort qui est plutôt intense. Donc, on enlève le bouchon, le trou, il s'agrandit pour laisser passer plus d'eau, laisser passer plus de phosphocréatine. Donc, forcément, le niveau d'eau, il baisse rapidement dans la baignoire si on le regarde depuis le côté. Par contre, en même temps que le niveau d'eau baisse, eh ben, le robinet, qui est l'alimentation par la filière dite aérobie, lui va s'allumer, d'accord? Donc, on ouvre le robinet et l'eau commence à, on va dire, contrebalancer cette eau qui sort de la baignoire. Et on se retrouve après 10 secondes, après 20 secondes d'effort, avec un niveau d'eau qui est bas dans la baignoire, mais le trou reste bien ouvert pour alimenter l'effort et le robinet est ouvert en conséquence pour subvenir aux besoins. Donc malgré le fait qu'on ait un niveau d'eau qui soit bas dans la baignoire, donc une concentration de phosphocréatine qui soit basse dans la cellule, si on prend ce parallèle, on a une alimentation constante via le système aérobie et une utilisation constante de la phosphocréatine. Donc c'est faux de dire que la phosphocréatine n'est pas utilisée durant l'effort après les premières 10 secondes. C'est simplement que la filière aérobie
passe par l'intermédiaire de la phosphocréatine, et ça je vais l'expliquer, pour venir alimenter l'effort. Donc ça fonctionne de la manière suivante. La filière aérobie se met en route avec un certain délai, il y a un temps de latence, il y a une cinétique d'activation de cette utilisation de l'oxygène qui va prendre un certain temps. Encore une fois, d'où l'utilité de cette filière anaérobie, la phosphocréatine qui va être ce tampon énergétique lorsqu'on démarre un effort. Donc on démarre l'effort, le niveau baisse, le robinet est ouvert, le trou grandit pour laisser passer plus de phosphocréatine et alimenter l'effort. Donc on a l'ATP qui va être créé qui va être généré au niveau de la mitochondrie, d'accord, au niveau de la respiration cellulaire, de la filière aérobie. Cet ATP-là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la diffusion de l'ATP, le transfert de l'ATP dans la cellule serait trop difficile. Donc, pour faire passer l'ATP depuis l'intérieur de la mitochondrie où il est généré jusqu'au myofibrille, là où le muscle se contracte véritablement, il y a une distance qui est trop importante, ce serait un processus qui n'est pas efficient au niveau énergétique. Donc, qu'est-ce que le corps a fait pour s'adapter à ça? Eh bien, l'ATP qui est généré dans la matrice de la mitochondrie, il est transporté dans l'espace intermembranaire de la mitochondrie, donc juste à côté, il a juste une paroi à traverser. Dans l'espace intermembranaire, c'est là où la phosphocréatine est resynthétisée. D'accord? Donc, on a la créatine et les phosphatines organiques, on les remet ensemble, phosphocréatine. C'est fait dans l'espace intermembranaire de la mitochondrie. Et ensuite, c'est la navette de la phosphocréatine qui envoie cette molécule depuis l'intérieur de la mitochondrie vers les myofibrilles, les unités contractiles de la cellule. Et c'est là que la phosphocréatine va être utilisée pour resynthétiser l'ADP en ATP et pour pouvoir subvenir aux besoins des contractions musculaires. D'accord? Et donc, on a ce transfert direct, cette chaîne directe entre la filière aérobie et la filière dite anaérobie alactique. Donc, on peut vraiment conceptualiser le fait que la filière de la phosphocréatine est alimentée directement, sauf dans les premières secondes de l'effort, elle est alimentée directement par le processus aérobie. Donc on pourrait presque les mettre en lien les deux et dire que la phosphocréatine, hors la réserve de départ, est complètement dépendante de l'apport en oxygène. Encore une fois, ça s'est bien documenté dans la recherche. La resynthèse de la phosphocréatine est entièrement dépendante de l'apport en oxygène. Et ce lien via la navette de la phosphocréatine nous l'explique de manière très très concrète. Maintenant, je t'ai parlé de comment améliorer sa filière de la phosphocréatine et à mon avis, c'est pas via l'entraînement que tu vas avoir les meilleurs résultats de ce côté-là parce que oui, on va pouvoir et encore une fois, non, je ne crois pas que ce soit documenté qu'on puisse augmenter la capacité de ta filière de la phosphocréatine. Par contre, ce que tu peux faire, c'est te complémenter en créatine. La créatine qui est un des compléments les plus recherchés, les plus sûrs et qui va t'apporter en gros une réserve de créatine un petit peu plus importante dans le muscle qui permet de subvenir aux besoins instantanés énergétiques. Ça veut dire qu'au lieu de faire 11 reps avec une certaine charge sur un squat, tu pourras peut-être en faire 12 et sur un bench press, tu vas peut-être gagner une ou deux répétitions sur tes séries longues parce qu'on a cette réserve supplémentaire qui peut subvenir directement aux besoins. Donc voilà un petit peu la vue d'ensemble sur ces filières, notamment centralisées sur les idées de phosphocréatine et les idées de respiration cellulaire ou filière aérobie. J'attends toutes tes questions et tous tes commentaires sous cette vidéo. Je me réjouis de faire plus de vidéos comme ça à l'avenir. Merci Luc de chez CrossFit Grillen de me prêter ton bureau pour la matinée et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!